sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice da dire. Ma va all'inferno! Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a Eccolo seppellire là, per sempre tutto. sei messo vicino alla porta, sempre pronto a... Nous sommes en 1913. Carl Gustav Jung rompt avec l'enseignement de Sigmund Freud. Peu de temps avant, le père de la psychanalyse s'inquiétait de l'intérêt de son disciple bien-aimé, âgé de 38 ans, pour les phénomènes occultes. Ne restez pas là-bas, dans les luxuriantes colonies tropicales, lui écrivait Freud, il faut régner à la maison. Cette rupture entraîne chez Jung une crise qui va durer 3 ans. Pendant 3 ans, il ne peut plus lire un seul livre et consacre entre 2 et 3 heures par jour à des jeux d'enfants, avec des bâtons, des pierres, des détritus. Pendant ce temps, il converse intérieurement avec un être invisible à la tonalité un peu gnostique, qu'il appelle Philémon. Il recueille leurs dialogues dans le Livre rouge, un in-folio relié en cuir rouge, avec des rêves calligraphiés et illustrés, qui ne sera publié que de manière posthume en 2009, presque 50 ans après sa mort. La crise que vit Carl Gustav Jung atteint son acmé en été 1916. Une nuit, ses filles sont réveillées par l'impression que des fantômes traversent la maison. Le lendemain, à 5 heures, c'est la sonnette de la porte d'entrée qui se met soudain à tinter toute seule. On se croirait dans un film d'horreur. La maison entière était comme emplie par une foule, se souviendra Jung. Elle était comme pleine d'esprit. Naturellement, une question me brûlait les lèvres. Au nom du ciel, qu'est-ce que cela ? Alors, il y eut comme une réponse en chœur. Nous nous en revenons de Jérusalem, où nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Les morts sont perdus. Ce n'est pas surprenant. Ils étaient chrétiens, et ils sont arrivés dans l'au-delà sans une préparation adéquate. Pour les calmer, Jung s'installe à son bureau et rédige un étrange texte, les 7 sermons aux morts. Dans celui-ci, prenant l'identité du gnostique Basilide, il explique aux morts que leur Dieu, le Dieu de la morale, de la faute et du jugement, n'est pas le Dieu unique. Il n'est même pas meilleur que le diable, juste un peu plus puissant. Il y a plusieurs autres divinités de même importance, comme la sexualité ou l'arbre de vie. Enfin, il y a une divinité qui leur est supérieure. C'est Abraxas, un dieu de mystère. Le regarder entraîne la cécité, le connaître engendre la maladie, le vénérer entraîne la mort, le craindre est sagesse. À ne point lui résister est le salut. Il est le processus d'individuation. Jung imprimera les 7 sermons aux morts à quelques exemplaires qu'il confiera à ses proches, comme un fanzine. Puis il le reproduira en annexe de son autobiographie, Ma vie, en 1961. Jung sera ensuite très critiqué pour avoir tenté d'introjecter une spiritualité gnostique dans sa variante personnelle de la psychanalyse, la psychologie des profondeurs. Pas seulement par les disciples de Freud, qui lui reprocheront d'avoir abandonné la théorie sexuelle, ce qui n'est pas totalement vrai. Celle-ci ne disparaît pas de la lecture de Jung, mais cesse simplement d'être le prisme unique par lequel il interprète les productions de l'inconscient. Mais il sera critiqué plus fortement encore par les défenseurs d'une vision traditionnelle de la religion, qui reprochent à ce fils de pasteur d'avoir délaissé le christianisme traditionnel. Cela, par contre, n'est pas totalement faux. Le christianisme eut à lutter pendant un certain temps contre le gnosticisme, écrira Jung. Le gnosticisme fut complètement anéanti et ses restes sont tellement défigurés qu'il faut pour ainsi dire une étude spéciale pour arriver à la perception de son importance intime. Il ne semble pas illogique qu'un état psychique jadis maté relève la tête au moment où les idées essentielles de celui qui jadis avait pris le dessus perdent leur influence. Si l'on accepte la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, c'est l'intervention de Carl Gustav Jung dans le champ intellectuel qui aura fonctionné comme la brèche principale par laquelle les gnostiques ou sans-rois ont pu à nouveau s'imposer dans la modernité. On pourra retrouver l'influence du psychologue suisse dans les disques des Beatles, les Personae de David Bowie, les romans de Philip K. Dick. Au cinéma, celui qui l'aura le plus influencé dans son aventure spirituelle est sans le moindre doute Federico Fellini. La lecture de quelques livres de Jung, la découverte de sa vision de la vie ont eu pour moi le caractère d'une révélation joyeuse, dira Fellini. Je ne sais pas si la pensée de Jung a influencé mes films à partir de 8,5, je sais simplement que la lecture de quelques-uns de ses livres a sans le moindre doute encouragé et favorisé le contact avec des zones plus profondes, stimulé et animé mon imagination. Bienvenue dans la fin du film, épisode 11,
8,5 de Federico Fellini, l'imagination contre le pouvoir. « 8,5 commence par des images d'embouteillage. On voit un homme de dos bloqué dans une voiture qui se remplit de gaz. Avec difficulté, il réussit à s'en extraire et s'envole dans un ciel inondé de lumière. 2 hommes le rattrapent par un fil et le rêveur tombe. Et Guido se réveille en tremblant et en transpirant avec un hurlement étouffé. Guido a 43 ans et il est cinéaste. Il est à la fois en cure, dans une ville thermale et en pleine préparation de tournage, constamment sollicité par son équipe qui loge dans le même hôtel que lui. En particulier son scénariste, un intellectuel français nommé Daumier, qui le critique constamment. Le film que Guido prépare semble pour ce dernier une suite d'épisodes gratuits révélant une inspiration poétique d'une pauvreté pathétique. Ci si domanda cosa vogliono realmente gli autori. Guido est tenté par la possibilité d'une séparation avec sa femme, Luisa. Il vit depuis quelque temps une double vie et est rejoint sur place par sa maîtresse, Carla, qu'il cache aux yeux de son équipe. Avrei pensato di sistemarti in un modo diverso, un ottimo albergo molto carino, sai. Un soir, alors qu'il dîne en compagnie de son équipe, il retrouve Maurice, un ami magicien, accompagné d'une voyante, Mademoiselle Maya, qui peut lire dans la pensée des spectateurs. Guido lui transmet une phrase énigmatique « Assa Nissi Massa ». È così? Sì. Celle-ci entraîne un souvenir d'enfance. Une petite fille qui, aux portes du sommeil, parle à Guido d'un tableau au mur qui va s'animer pendant la nuit et montrera la direction d'un trésor caché associé à cette formule. La ville thermale abrite également une sorte de congrégation religieuse. Guido négocie une rencontre qui apparaîtra un peu plus tard dans le film entre le héros du film qu'il prépare et un cardinal. Lei deve scusarmi, Eminenza, se vengo a importunarla. Lei è sposato? Sì. Sente questo cantore? Prego. L'échange entraîne un nouveau souvenir, celui de sa jeunesse dans une école catholique et sa fascination pour une femme sauvage, la Saragina. Saragina, la ruba! Chi è qui? L'évocation est coupée brutalement par les critiques de Daumier. Personaggio del suo ricordo d'infanzia. Non ha niente a che vedere con una vera coscienza critica. Nous ne savons jamais si nous voyons des souvenirs du héros, des fantasmes ou des séquences de son film à venir. Ciao. Luisa rejoint Guido. Ciao. Ciao. Quando sei arrivata? On les emmène sur un décor du film pas encore achevé, prévu pour la séquence la plus importante de celui-ci. Pendant celle-ci, la Terre est ravagée par une guerre nucléaire et une partie de l'humanité s'envole dans un aéronef à la recherche d'une autre planète. À la différence de toutes les autres scènes évoquées dans 8,5, on ne la verra pas. Et le décor restera à l'état de chantier. Tenta di salvarsi dalla bestia atomica. I resti dell'umanità cercano scampo su di un altro pianeta. Oltre 10.000 comparse, forse 15.000. Le lendemain, Guido et Luisa prennent leur petit déjeuner en terrasse avec leur amie Rossella et Carla s'installe à une table voisine. Luisa la reconnaît et dit à Guido « Épargne-moi la honte de te voir mentir ». Come se dicesse la verità, fa l'onesto. Ma guardalo, ha ragione lui. Ma come fai a vivere in questo modo? Il se réfugie dans une rêverie et s'imagine Carla et Luisa devenant amies. Da tanto tempo desideravo conoscere. Anch'io. Puis toutes les femmes croisées dans le film, transformées en un harem dont il serait le maître. Buonasera, donne, chiudete che fa freddo, c'è la tormenta. Non devo voyage. Come
Come state? State bene? Mi raccomando, ogni pacco ha il suo nome. Non li confondete. Questo qui per Caterina. È un tesoro. Il donne libre cours à ses fantasmes de domination machiste les plus déplaisants. Siete contente, ragazze? Cosa c'è in pan? Non è quello che avete sempre desiderato? Certamente. E nie mica niente di più bello in temore. Mais ceci se teinte lentement d'une tristesse infinie. Tout se désagrège. Sai che non va. Perché questa tristezza? Ecco, vedete, gli abbiamo fatto venire i rimorsi. Guido et Louisa regardent avec l'équipe les essais de comédiens pour le film. Guido, que les persiflages de Daumier agacent, l'imagine pendu. Louisa reconnaît leur vie à travers les séquences du film. Sono io che ti offro di lasciarti completamente libero. Tanto così non ti serve a nulla. Et quitte la séance excédée. Guido essaye vainement de la rattraper. Stop! Luisa, dove vai? Ho sonno, vado in albergo. Buonanotte, Guido. Claudia, l'actrice pressentie pour le personnage féminin le plus mystérieux du film, vient d'arriver. Come stai? Beh, Il part avec elle en voiture. Et après avoir décrit de façon très péjorative son personnage de réalisateur, il lui explique qu'il renonce à tourner son film. Che imbroglione che sei. non c'è la parte nel film. Non c'è neanche il film. Ils sont interrompus par des membres de l'équipe qui viennent les chercher. Le tournage commence demain, mais avant, il y a une conférence de presse. Face aux questions des journalistes, qui l'interrogent à la fois sur son film et sur sa vie, Guido passe sous la table et se suicide. On voit l'équipe démonter les décors, le tournage du film est semble-t-il annulé. Daumier félicite Guido pour son abandon, mais ce dernier n'a pas l'air satisfait de sa propre décision. Maurice le magicien réapparaît, suivi de tous les autres, Claudia, Carla, Louisa, les personnages des souvenirs. Guido a compris, il se croit malheureux, désespéré, alors que ce qui le fait trembler, c'est un bonheur profond qu'il n'arrive pas à accepter. Ce bonheur, c'est son amour de la vie dans toute sa confusion. Il doit juste accepter cette confusion, ne pas en avoir peur. Il décide de laisser à Louisa la possibilité de rester avec lui ou de partir. Elle reste. Guido reprend son rôle de metteur en scène et dirige l'ensemble des comédiens pour une dernière ronde finale à laquelle il se joint. Les dernières images sont celles d'une petite fanfare de clowns qui les accompagne, avec un enfant à la flûte au milieu d'une piste de cirque. Fin du film. Cela a été plusieurs fois souligné par les commentateurs. Le film de Fellini épouse la structure de la Divine Comédie, le chef-d'œuvre de la littérature italienne, dans lequel Dante, le poète, au milieu du chemin de sa vie, suit son guide, l'écrivain latin Virgile, en enfer et au purgatoire, où il est accueilli par Béatrice, sa muse, avant de monter au ciel, où Saint Bernard se substitue à celle-ci pour monter les dernières étapes de la rose céleste. Dans 8 et demi, le personnage de Guido, joué par Marcello Mastroianni, est comme Dante au moment où il écrit la Divine Comédie, un homme atteint de la crise de la quarantaine. Quand 8 et demi sort, nous sommes en 1963 et Fellini a 43 ans. Guido se retrouve dans la forêt obscure de sa psyché. Et Daumier, l'intellectuel français, prend la place de Virgile, tandis que Claudia et Béatrice et Maurice remplacent Saint Bernard. Comme Virgile s'efface lorsque Béatrice entre dans la comédie à la fin du purgatoire, Daumier est pendu quelques instants avant l'entrée de Claudia. Comme Béatrice disparaît à son tour dans les derniers chants de la comédie, remplacée par Saint Bernard, le magicien prend le relais aux derniers instants et donne les indications finales pour la délivrance de Guido. Virgile est chez Dante, la figure de l'apprentissage, Béatrice une image de l'art, et Saint Bernard le symbole de la religion, soit le pont entre l'œuvre profane du poète et l'œuvre divine elle-même. Joué par Jean Rougeul, ancien critique de cinéma, membre du groupe Octobre et proche des surréalistes, Daumier est le Virgile de Guido. Il est culpabilisateur, autant que l'Église ou le marxisme peuvent l'être, pour un artiste irresponsable comme Fellini. Daumier est un portrait de Fellini en intellectuel. Un Fellini dévoré par l'ombre de son ancien frère, Pier Paolo Pasolini, qui avait écrit avec lui le scénario des Nuits de Cabiria et à qui il avait raconté en premier l'idée de départ de 8 et demi. C'était peu avant leur brouille, Fellini ayant stupidement refusé, à la vision des premiers rushs, de produire Hackathon, le premier film de Pasolini. Joué par Claudia Cardinal, Claudia est poursuivie comme un rêve par Guido. C'est une vision ordonnatrice qui donnerait un sens à l'ensemble. Quand elle lui apparaît furtivement dans sa chambre, au bord du sommeil, il s'afflige du fait qu'elle ne soit qu'un symbole, mais elle répond sereinement autoritaire
Je veux faire place nette. Le magicien, enfin, emporte le film vers sa dimension directement verticale, mystique. Le personnage de Maurice est joué par le dramaturge écossais Ian Dallas, qui en 1967 se convertira à l'islam à Fès, au Maroc, et deviendra le cheikh Abdelkadir As-Soufi, grand instructeur de la tariqa d'Arkawi Chadili Qadira. Guido est affligé du même péché que Dante, c'est un charnel, un concupiscent, mais croire qu'il doit être jugé sur cet aspect de sa personnalité est une illusion qui lui vient de son catholicisme d'enfance. Si le magicien remplace Saint Bernard, la psychologie des profondeurs doit remplacer le christianisme culpabilisateur. Il s'agit donc pour Guido d'accepter la vie dans sa multiplicité et sa confusion. Et surtout, de s'y réaliser avec un peu de tout. De la chair, de l'âme, de l'esprit, des souvenirs, des rêves, des fantasmes. Le magicien règle le sens de cette œuvre alchimique comme le sens de la vie. Et c'est une vie au cœur de laquelle il place la recherche de la part féminine du héros, soit la phrase « Assa Nissi Massa ». Celle-ci masque un secret de Polichinelle puisqu'il s'agit de anima en javanais. Assa Nissi Massa. Concept central de la psychologie jungienne, l'anima est une image innée de la femme chez l'homme, comme Béatrice pour Dante. Elle a une fonction régulatrice et fait le pont entre le conscient et l'inconscient. Elle est à l'origine de la recherche de l'âme. 8 et demi et son successeur, Juliette des Esprits, interprétée par l'épouse de Fellini, l'actrice Giulietta Massina, seront des films miroirs. Le portrait d'un homme et le portrait d'une femme à la recherche de leur âme. Tous deux sont remplis d'images qu'on dirait tirées des rêves ou de visions de l'avenir. C'est ainsi que j'ai eu ma saison de l'astrologie, ma saison de l'occultisme, ma saison du spiritisme, dira Fellini. Laissez-moi ajouter que j'ai connu et pratiqué des médiums et des extralucides doués de pouvoirs si extraordinaires qu'ils réduisaient au silence les prétentions, les morgues, l'assurance absolue de quelques miens amis, qui s'étaient souvent moqués de mon penchant à m'exalter pour tout ce qui relève de réalités plus occultes. La sarabande des médiums, gourous et psychothérapeutes New Age commencera vraiment dans Juliette des Esprits en 1964. Mais 8 et demi est déjà le fruit d'une crise spirituelle auquel on peut associer le nom de Carl Gustav Jung, ainsi que celui du psychanalyste jungien de Fellini, le très mystérieux Ernst Bernhardt, de son vrai nom Achim Mannheim. Rescapé de camp de concentration, traducteur du Yiking, passionné d'ésotérisme ayant conçu un cabinet labyrinthique avec 2 pièces pour les patients dont l'une où personne n'entrait jamais, Ernst Bernhardt mourra pendant le tournage de Juliette des Esprits alors que Fellini suivait une analyse auprès de celui-ci depuis 4 ans au rythme de 3 séances par semaine, ces dernières parfois transformées en rencontres plus informelles dans une pizzeria voisine. Mais le réalisateur continuera à lire Jung et ira jusqu'à faire un pèlerinage dans la tour de ce dernier, à Bollingen, dans le canton de Saint-Mérad, près du lac de Zurich. Le petit-fils du psychologue suisse permettra au cinéaste italien de se recueillir dans une pièce de la tour, la pièce de retraite qui contenait des peintures et des souvenirs, en particulier le livre rouge, encore inédit à l'époque. Aussi étrange que cela puisse paraître, Fellini ne voulait pas initialement faire du héros de 8 et demi un réalisateur de cinéma. Il voulait que ce soit n'importe qui et qu'il fasse n'importe quoi. Le projet initial du film, expliquera encore le cinéaste, était de faire le portrait d'un homme, un jour quelconque de sa vie, avec toutes les formes de narration mises à sa disposition, comme Ulysse de James Joyce ou la chanson des Beatles, A Day in the Life. Mais finalement, Fellini étant ce qu'il est, par une espèce de facilité, le héros de 8 et demi est devenu réalisateur de cinéma. L'inspiration principale du film est les fraises sauvages d'Igmar Bergman, lui-même déjà inspiré par la lecture de Jung. Après 8 et demi, le film 8 et demi va devenir un genre en soi, le portrait éclaté façon patchwork d'un personnage. De Portrait d'une enfant déchue de Jerry Schwarzberg et All That Jazz de Bob Fosse, à I'm Not There de Todd Haynes et Synecdoche New York de Charlie Kaufman, on ne compte plus les films 8 et demi. Récits portraits rhapsodiques racontant la vie d'un personnage avec des rêves, des souvenirs, des morceaux de réalité, des fantasmes, des rencontres, des amours, des ruptures de ton, toute une palette de styles. 8 et demi commence par un embouteillage, un thème qui reviendra dans plusieurs films de Fellini, en particulier Roma en 1972, où après une demi-heure de film, soudain un hallucinant embouteillage de 10 minutes bloque le déroulement du récit et le fait bifurquer. La séquence d'embouteillage de Roma est si longue que Pasolini dira que nous nous en rappelons comme un événement d'une réalité
s'est produite en rêve plus que comme un extrait de film. Il a raison. À partir de 8,5, les films de Fellini ne cesseront de tourbillonner autour de leur sujet sans jamais y entrer frontalement. Michel, che cosa si può fare? Dobbiamo fare qualcosa! Fellini sait peut-être qu'une fois qu'on entre quelque part, ce qui s'y cachait s'y dissipe. Comme dans Roma, les fresques antiques des sous-sols du métro, détruites par la lumière émise par les archéologues. Montrer directement, c'est détruire. L'art consiste à suggérer et projeter sa pensée à travers une série d'images. L'art est indirect. Dès qu'il est direct, il se confond avec l'idéologie, la production d'un discours. L'embouteillage est le symbole d'une crise. De même qu'on n'entre pas dans Rome, dans Roma, Guido n'entre jamais dans son film, dans 8,5. 8,5 se raconte lui-même comme le récit d'un réalisateur qui tourne autour de son propre film sans jamais y entrer, et diffusant sa lumière sur quelque chose qui disparaît, mais pour réapparaître, la vie. 8,5 n'est pas seulement le portrait de Guido, c'est celui du cinéma en 1963, faisant une cure de santé pour mieux se réinventer, ou plutôt pour occuper son authentique fonction métaphysique, alors que va apparaître face à lui un autre médium qui va également utiliser le pouvoir magique de l'image, mais pour mêler spectacle, publicité et politique dans une forme inédite de domination, les masses médias. Les médias de masse et les artistes utilisent la même matière, mots, images, sons, mais le fonctionnement est très différent. L'écrivain William Burroughs en avait parlé. Ce qu'on appelle art, peinture, sculpture, écriture, danse, musique, est d'origine magique. La technologie est la technologie de la magie. Dans le cas des journaux et des magazines, il s'agit surtout de la magie noire. Les écrivains sont concernés par une magie qualitative, alors que les journalistes sont concernés par une magie quantitative. Le portrait dressé dans 8,5, ce n'est pas seulement celui de Guido ou de Federico Fellini, c'est donc celui d'un cinéma en crise. Le cinéma néo-réaliste italien, dont Fellini, scénariste et assistant de Roberto Rossellini de 1945 à 1950, est un peu le mauvais fils, le fils prodigue. Avec La Dolce Vita en 1960, 3 ans avant 8,5, Fellini achevait le récit de son affiliation à un néo-réalisme auquel il n'avait jamais complètement adhéré, étant surtout obsédé par les relations entre le monde extérieur et le monde intérieur. La Dolce Vita apparaît comme un instantané de l'époque, mais qui déborde déjà dans le monde de l'âme, plongeant le spectateur dans un monde de contrastes et de symboles. À la fin du film, Marcello abandonne le journalisme, corrompu par les paparazzi, un mot inventé par le film, mais c'est pour se complaire dans les relations publiques, ce qui le rend encore plus cynique, cruel et agressif. La fête finale qui clôt le film est si sordide et si triste qu'elle annonce le Casanova de Fellini de 1976, sans doute sa déconstruction la plus impitoyable de la sexualité masculine. Dans 8,5, un journaliste demande à Guido « Êtes-vous pour ou contre la sexualité ?» Tous les spectateurs de Fellini se posent nécessairement la question, tant celle-ci est à la fois omniprésente et inquiétante, mais plus anxiogène que joyeuse, toujours multiple, insaisissable, contradictoire, ambivalente. Il y a un étonnant parallélisme entre les parcours de Federico Fellini et de Pier Paolo Pasolini, malgré leur brouille au début des années 60. Toute sa vie, Pasolini gardera une distance critique vis-à-vis du travail de celui qui avait été son frère pendant quelques années. Il danse, commente son personnage joué par Orson Welles dans La Ricotta. Mais les deux cinéastes continueront à se parler à travers leurs films. Et tout aussi accueillants face au monde nouveau proposé par la jeunesse dans les années 60, ils attaqueront violemment dans les années 70. Ils se rendront compte, comme l'explique Pasolini, que l'appel à la jouissance individuelle allait devenir un des instruments principaux du fascisme à venir. Le sexe est aujourd'hui la satisfaction d'une obligation sociale, écrira Pasolini, et pas un plaisir contre les obligations sociales. A proposito di quella che Freud chiama la libido, diciamo le debolezze della carne. Io se vedo una bella ragazza, il cattivo pensiero italiano ce lo fa. Pour Pasolini, la lutte pour la liberté sexuelle était alors rendue vaine par la décision du pouvoir de consommation de concéder une vaste tolérance à cet égard, tout en restant impitoyable sur la question de la domination économique, et la réalité des corps ne pouvait pas ressortir indemne de cette situation. Les vies sexuelles privées subissaient alors le trauma de la fausse tolérance, menant toujours, d'après le cinéaste, ce qui était beauté et joie, à la déception suicidaire. Fellini n'aura jamais une lecture aussi directement politique de l'évolution de la représentation de la sexualité dans les années 70. Mais ce qu'il a à montrer, plus directement en relation avec sa propre expérience, sera en étonnante connexion avec l'analyse de son ancien frère. Salo et le Casanova de Fellini sortiront respectivement en 1975 et 1976, et ce sont deux films sur les impasses de la recherche du plaisir à tout prix et l'aliénation par le sexe. Le cinéma de Fellini, comme celui de Pasolini,
se situe à la césure de deux représentations du plaisir. Une représentation émancipatrice, exploration des fantasmes des êtres humains dans un but de connaissance d'eux-mêmes, et une représentation instrumentalisée pour des visées directement commerciales et politiques. Si le cinéma est en crise, et si Fellini et Pasolini sont en première ligne, c'est parce que l'image filmée, et particulièrement celle du plaisir, va devenir l'arme centrale du pouvoir, celui de la télévision. Sa conséquence politique porte un nom italien, Silvio Berlusconi. Il y a un mois, sortait le film de Fellini, Ginger et Fred. Dans 48 heures, démarrage de la 5e chaîne. 2 raisons suffisantes pour écouter le maestro préciser les rapports du cinéma e della televisione. La televisione ha creato un rapporto diverso tra lo spettatore e l'immagine. Non è più quel rapporto così intimidito, suggestionato, fiducioso, esaltato che il grande schermo. È un'immagine completamente diversa, un'immagine schizofrenica, psichedelica, nevrotica, coriandolizzata, frantumizzata, è una specie di caleidoscopio, di solletico all'occhio che a lungo andare, dopo tanto tempo, ha creato un tipo di spettatore impaziente. Cela a été maintes fois raconté. Berlusconi sera une obsession de Fellini. C'est le fantôme qui hante Ginger et Fred, un de ses derniers films, dans lequel 2 anciennes stars du music hall, jouées par Marcello Mastroianni et Giulietta Massina, se retrouvent pour une émission de télévision. À cette époque, Berlusconi n'est pas encore un homme politique, mais il possède déjà les chaînes de télévision Canal 5, Italia 1, Rete 4, et il a commencé à modifier en profondeur la psyché collective du pays. Une façon qui influencera évidemment ici les hommes politiques à partir de Nicolas Sarkozy, à travers une modalité du pouvoir dans laquelle la vulgarité n'est plus un handicap, mais un avantage. C'est la rencontre de la variété et de la violence d'État. Ginger et Fred est écrit alors que Fellini est au milieu d'une bataille juridique contre Berlusconi, concernant l'interruption de ses films sur le petit écran par des spots de publicité. Le film évoque la figure ténébreuse du cavalier Fulvio Lombardoni, une référence au Cavaliere, le surnom de Berlusconi. Mais au-delà de son cas particulier, c'est la façon dont la télévision est en train de reconfigurer les esprits qui obsède Fellini. Certamente, io sono un cineasta che sono nato e concepisco il cinema in un certo modo, vedo che devo tener conto di un pubblico che non conosco, devo raccontare le mie storie, esprimere le mie fantasie, quel poco che penso del mondo, i miei scarsi pensieri, devo esprimerli con un linguaggio che tenga conto delle esigenze così da insetti di questo nuovo pubblico frenetico e impaziente. Non dirò più nulla. On habitue le spectateur à un langage balbutiant, octant, la suspension de l'activité mentale, dira Fellini, à cette petite ischémie de l'attention qui finiront par faire de lui un crétin impatient, incapable de concentration, de réflexion, de continuité mentale, d'anticipation, et aussi de ce sens de la musicalité, de l'harmonie, de l'eurythmie qui accompagne tout ce qui est raconté. La destruction de toute syntaxe articulée aura comme unique résultat de créer un vaste public d'analphabètes. L'évolution du cinéma dans les années 60 et 70 est parallèle à celle de la bande dessinée, et cela n'est pas le fait du hasard. Les deux médiums ont alors moins d'un siècle, et tous deux sont en première ligne face à l'utilisation massive de l'image, instrumentalisée pour un usage commercial, publicitaire ou politique. À cette instrumentalisation, les cinéastes et les dessinateurs de bande dessinée vont répondre par une plongée en profondeur dans l'imagination créatrice. La bande dessinée jusqu'aux années 70 répondait globalement à des impératifs narratifs. C'était un récit avec des images et du texte. Et un récit, c'est quelque chose qui commence et qui finit. Bien sûr, dès le début, Winsor McCay avec Little Nemo ou George Herriman dans Crazy Cat avaient détourné la narration du séquencier dans la grande forme représentée par la page, instaurant une relation de simultanéité entre le temps chronologique de la narration et la temporalité de l'image. Mais c'est surtout à partir de Moebius, au début des années 70, que la bande dessinée va s'affranchir de son socle narratif pour voyager autrement dans le tracé de l'image. On voit ça dans La Déviation, par exemple, un récit de vacances du dessinateur et de sa femme qui se transforme en exploration psychodélique et dans lequel Jean-Christophe Menu verra le manifeste de toute la bande dessinée qui vient. Ce n'est plus l'aventure des personnages, dit encore Menu, c'est l'aventure de l'aventure en train de se faire, celle du trait, celle de l'inconscient de l'auteur, celle du langage en train de s'inventer. Moebius est un voyant qui laisse sa plume voir à sa place. Moebius ne réfléchit pas à ce qu'il va dessiner, c'est ce qu'il dessine qui se révèle à lui et à nous. Ce n'est pas surprenant que Fellini ait adoré les bandes dessinées de Moebius, au point de donner son nom à l'herboriste magicien de Casanova, au point de lui écrire en 1979
en plein milieu du tournage de La Cité des femmes, simplement pour lui parler de l'éclairage de ses dessins et lui avouer qu'il a toujours simultanément l'impression qu'il doit commencer à tourner et qu'il a fini depuis bien longtemps. « Je vis », écrit Fellini à Moebius, « comme si j'étais suspendu en apesanteur dans un de vos univers obliques. » Avec Moebius et Fellini, la bande dessinée et le cinéma épousent alors une manière de penser qui ne s'arrête pas au développement d'un processus narratif ouvert par un début et fermé par une fin. Pas plus que Moebius ne commence ou ne finit une histoire en bande dessinée, Fellini ne commence ou ne finit un film. Il s'en tient à un usage rigoureux et nouveau de la confusion, parce que cette confusion, c'est la vie. À la fois libérée de la narration et hors des musées ou des galeries, la puissance visionnaire de l'image se déploie à partir du milieu des années 70, majoritairement dans la presse. Les initiateurs de cette révolution de l'image, qui se déploie dans l'imprimé et pousse à ses limites la représentation, ce sera le collectif Bazooka dès 1975. Leur univers visuel, terrible et magnifique, se déploie précisément au moment où l'image est utilisée pour un usage commercial et politique, illustratif et idéologique. Ce n'est pas clair, écrit Delphine de Thon dès la deuxième moitié des années 70 au sujet de Bazooka. On n'y comprend rien. Ce n'est pas pour comprendre, c'est pour qu'on sente. C'est un objet dont on ne se lasse pas de tourner les pages. Vous n'avez jamais vu des pages comme celle-ci. Que ce soit Pascal Doury, Placide, Museau, Captain Caverne ou Kilofer, les plus grands artistes de l'image depuis la fin des années 70 vont se retrouver, comme les cinéastes, hors de toute structure prédéfinie. Ils vont se retrouver dans une recherche imaginative incessante qui se confond avec un principe de vie. Ainsi, Olivia Clavel, grande lectrice de Jung, ayant débuté au sein du collectif Bazooka. Dans les bandes dessinées d'Olivia Clavel, son personnage Télé voyage dans le monde des morts tel un nouvel Orphée. À partir du passage d'Olivia Clavel à la peinture, il n'a plus été question de fantômes, mais de circulation entre ce monde et l'autre. Le regardeur s'envole, devient une onde ou une âme. Autour de lui, toute la nature se met à danser. Les feuilles des arbres vibrent de plaisir et les fleurs chantent. Tout est vivant. Plus nous observons les tableaux d'Olivia Clavel, plus nous apprenons à voir. Et plus nous apprenons à voir, plus nous découvrons que ce que nous distinguons artificiellement comme le réalisme et l'imaginaire, le profane et le sacré, ne sont séparés que par l'impuissance de notre esprit à saisir à chaque moment le plan total dans lequel s'inscrit tout ce qui arrive. Rien n'est jamais séparé. Ce qui est vrai pour la bande dessinée et la peinture est vrai pour le cinéma également. À partir de 8,5, les plus grands artistes de cinéma depuis la fin des années 70 vont se retrouver comme les dessinateurs, hors de toute structure prédéfinie, dans une recherche imaginative incessante, faisant sauter toutes les limites initialement imposées à la narration, à travers un usage du cinéma qui se confond avec un principe de vie. Chez Rainer Werner Fassbinder, par exemple, cela passe, comme dans l'année des 13 lunes, par la représentation non de la vie d'un personnage, en l'occurrence Elvira, mais de sa réalité psychique, perçue comme un monde virtuel dans lequel elle évolue. Comme Fassbinder l'écrit dans le synopsis du film, le monde dans lequel Elvira se trouve n'est que la maquette d'un monde supérieur où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables. Le lien avec Fellini se nourra dans son utilisation de la musique de Nino Rota pour Amarcord dans la bande originale du film. Fellini était pour Fassbinder avec Jacques Rivette, un de ses deux collègues cinéastes qui ne filment qu'avec leur génie. Chez David Lynch, que l'on voit également siffler le thème d'Amarcord dans une séquence de Twin Peaks, et qui a réalisé une collection de lithographies inspirées de 8,5, cela passe par une confiance sans borne dans l'inspiration et les visions reçues, quitte à ce que celles-ci lui échappent comme elles peuvent échapper aux spectateurs. De tous les réalisateurs qui ont revendiqué son influence, c'est Bertrand Mandico qui est sans doute le plus proche de Federico Fellini aujourd'hui. Comme celui de Fellini, le cinéma de Bertrand Mandico est une exploration illimitée de sa propre psyché. Mais celle-ci s'oppose, usage contre usage, aux représentations politiques de son temps, visibles dans tous ses films, et plus particulièrement son dernier long métrage, Conan, en salle au moment où cette chronique est mise en ligne. Allez le voir. Parabole lyrique et sanglante sur la barbarie à travers les temps mythiques, historiques et futurs, passant par des images de l'Europe détruite, le film raconte le récit d'un personnage incarnant la puissance, Conan, joué par plusieurs femmes successives se tuant l'une après l'autre. Je la voyais pas comme ça, l'avenir. Je n'avais pas vu le temps passer. La petite chenille devenait papillon.
perpétrant un récit de réussite despotique et romantique qui culmine dans une vision de la barbarie ultime. Après celle macroscopique des dictateurs, celle microscopique des artistes contemporains, dévorés par une passion qui se substitue à toutes les autres, l'égocentrisme, matrice de toutes les concurrences et de toutes les injustices. Conan est accompagné par un chien de l'enfer, Rainer, dans lequel on peut reconnaître un fantôme de Fassbinder, le Virgile de Mandico. Il faut payer. Fichons la paix plus tard. Il faut payer. Bon, de toute façon, vous me paraissez à point. Et dans son voyage dans le monde des esprits, Conan croise une petite fille au ballon, une image de la mort venue directement du cinéma de Fellini. Allez le voir! Les films libèrent la tête, disait Fassbinder. On ne s'oppose pas à un monde en utilisant son discours, ses images, sa forme. On s'y oppose en lui échappant à tout prix, en inventant un monde qui n'existe pas encore, en rêvant une forme qui échappe aux stéréotypes. On se libère d'un monde par l'imagination du suivant. L'imagination contre le pouvoir, c'est ça la fin du film. Cette fin n'est pas celle d'une utopie rêveuse, complaisante et impuissante. C'est celle d'une puissance métaphysique qui dépasse le pouvoir. Une vision qui change la vie et transforme le monde. À partir de 8,5, le cinéma assume sa fonction prophétique, s'oppose à l'instrumentalisation de l'image par le pouvoir et simultanément trace les parcours parallèles de l'âme dans l'autre monde comme dans celui-ci. Plus l'autre monde se fait visible, plus celui-ci devient lisible, plus l'autre monde est nourri de nos visions, plus celui-ci est habitable, plus nous arrivons à exprimer clairement les productions de notre inconscient, plus nous facilitons la circulation entre les mondes et accélérons la venue d'un nouveau temps. L'imagination libère la vie. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans celui-ci, nous parlerons de Solaris d'Andrei Tarkovsky. Si vous avez aimé cette exégèse imaginative contre le pouvoir critique, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Ne laissez pas les hommes manger à nouveau la montagne. À la prochaine fois.